sur une petite question. Il y a combien d'hectares en France? 55 millions d'hectares. Voilà. Il y a combien de personnes? 67. Ok. Donc, il n'y a pas tout à fait un hectare par personne. On est à 0,8 hectares par personne, France métropolitaine. Et en gros, la moitié, c'est de l'agriculture. Donc, ça nous fait combien d'hectares agricoles? 0,14. Ouais, et au global, 27. ouais, voilà. On est à 28-29 en fait de surface agricole utile. Donc voilà, on a, si on parle une trentaine de millions d'hectares, vous voyez que nos 500 mètres cubes par hectare, ça va faire beaucoup de mètres cubes, quoi. Donc voilà, ça ne va pas être si facile à fournir. Il y avait d'autres trucs qui voulaient absolument partager sur hier ou j'enchaîne à ce point-là, parce que ça me va bien, ça fait le trait d'union avec ce sur quoi je voulais recommencer ce matin. Non? Ok, parce que du coup, je vais refaire un complément sur les sols ce matin, avant d'enchaîner sur l'arbre, parce que, enfin, je sais pas, ça avait l'air de vous intéresser hier et j'ai pas eu le temps de tout vous raconter. Et, enfin, visiblement, vous n'avez pas été totalement déprimé par la partie gestion. Enfin, vous vous souvenez quand même qu'on a annoncé 2-3 mauvaises nouvelles, quoi, sur le fait que les sols étaient en mauvais état et que c'était grave. Je voulais quand même prendre le temps de remettre un peu plus d'infos sur qu'est-ce qui fait que ce n'est pas du tout désespéré comme situation, et donc redonner des exemples du fait qu'on est capable de régénérer des sols. On va en donner de plusieurs ordres. Alors le premier du matin va peut-être vous surprendre un peu. Vous allez voir, on va se prendre un film de 7 minutes. Le film est plus long, vous le regarderez si ça vous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il raconte sur les sols sur les 7 premières minutes. Et vous allez voir. Je me permets de mettre ça en pause, parce que cette phrase est absolument essentielle. Qu'est-ce qu'ils viennent de nous dire, là? On parle de l'érosion, et ils ont un enjeu sur la pluie. Oh, attends, je rallume 2 secondes, et puis... Ouf! Oh non, ça fait bizarre. Leur enjeu sur la pluie, c'est quoi? Il n'y a pas assez d'eau pendant la saison sèche et trop pendant la saison des pluies. Voilà. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure en France métropolitaine? Jusque-là, non. On est dans ce qu'on appelle un climat tempéré. Et quand on rencontre les spécialistes mondiaux de la conservation des sols, ils disent non mais arrêtez de nous embêter en France, vous êtes dans un pays où il pleut tout le temps. Quand il pleut toute l'année, c'est hyper facile de protéger les sols. Ça, c'était la situation du XXe siècle. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui s'est passé ces dernières années. On a eu plusieurs épisodes de sécheresse de 4 mois quasiment sans une goutte d'eau. Et on a des épisodes pluvieux de plus en plus marquants. Et donc, c'est quelque chose qui est répandu dans le monde. Et la question de qu'est-ce qui va se passer ici est ouverte. En tout cas, ça nous concerne de plus en plus. C'est-à-dire que si tu as 50 mm d'eau tous les mois, c'est-à-dire l'agriculture c'est facile, les plantes c'est facile, la conservation des sols c'est facile. On peut le faire bien ou mal, mais il n'y a pas de gros enjeux. Par contre, quand tu as une saison sèche et une saison des pluies, tu as un double problème. Pendant la saison sèche, il n'y a pas d'eau, donc déjà il faut que les plantes survivent. Et c'est quoi l'autre problème au niveau du sol? L'érosion pendant la saison des pluies. Bah, c'est que, qu'est-ce qu'il devient un sol pendant la saison sèche? Ah, il devient très dur. Très dur. Il devient très dur, il sèche à fond, surtout s'il a été tassé par la pluie d'avant. Tu as un sol tassé qui est cuit par le soleil, en gros, tu as une surface étanche, une brique. Et donc, s'il y a des précipitations hyper importantes sur un sol hyper tassé, hyper sec, 100% de ruissellement. tu fabriques un énorme problème de ruissellement. Et donc, c'est typiquement ce problème de l'Inde du Sud. En moyenne, il pleut. Mais comme la répartition est extrêmement irrégulière dans le temps, on a un problème d'excès d'eau en période des pluies qui crée des problèmes d'inondation et d'érosion, et un problème de manque d'eau en sécheresse qui fait qu'il y a manque d'eau. Et ces stratégies-là doivent nous concerner de plus en plus parce que la question se pose en termes d'aridification du territoire. Ouais. Et même en France, il n'y a pas des variabilités locales très importantes, on parlait de... Si. Mais bon, c'est surtout les montagnes chez nous qui vont faire la grande variabilité des précipitations. Je parle en France métropolitaine, parce qu'évidemment, dès qu'on va aux Outre-mer, on l'a dit hier, l'ordre de grandeur de la pluviométrie en métropole, 50 mm par mois, c'est un bon ordre de grandeur, et donc on est en plaine entre 600 et 800 mm globalement. Si vous allez en Outre-mer, on passe en mètres de pluie. Il y a des endroits où on est 1, 2, 3 mètres de pluie, donc 3000 mm. Mais c'est autre chose. Des tropiques avec des reliefs, c'est vraiment autre chose. Donc, soyons clairs que moi, je vous parle, tout le cours que je vous fais vous parle de France métropolitaine, qui est une situation climatique bien spécifique, que je connais bien.
et on expliquera après pourquoi. Je vous donne un exemple qui vient de l'autre bout du monde. Une des choses, c'est que vous allez voir, ils l'ont pas encore évoqué, c'est une première approche de qu'est-ce que c'est que la permaculture. C'est aussi un mouvement international. Là, vous avez Sadhana Forest, qui est une des grandes ONG permaculturelles mondiales, puisqu'ils bossent en Inde, à Haïti, au Kenya, et qui font un boulot remarquable. J'aime beaucoup ce que fait Aviram. Ouais. Sur l'Inde, il n'y a pas récemment eu un changement de politique agricole où les agriculteurs se sont mis à... Enfin, je ne sais pas s'ils ont été... Tant qu'à ils ont été forcés par l'État indien, mais où ils ont arrêté de cultiver de façon intensive. Ça vous dirait? J'ai pas la dernière actualité de l'Inde. Après, sur les luttes paysannes en Inde, c'est un vaste dossier qui dure depuis très longtemps, puisque globalement, il y a toute une paysannerie qui est sans terre, et le problème des suicides des petits paysans en Inde est un truc absolument dramatique. Et voilà, c'est une lutte qui dure depuis pas mal de décennies, et qui éclaire d'un jour très 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 sombre ce qu'on appelle la révolution verte ou l'industrialisation de l'agriculture. Là-bas, ça se passe très 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 mal. Mais je n'ai pas les dernières évolutions de la dernière année, donc je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais c'est un sujet compliqué, l'agriculture en Inde. Il est compliqué en France, mais alors là-bas, c'est un autre niveau de détresse et de drame humain. Je reviens sur la partie sympathique, parce que l'idée de ce matin, c'était plutôt de focaliser sur des choses qui potentiellement vont remettre le moral. Je relance Aviram, parce que vous allez voir, il est sympa, Aviram. Ah non, ça recommence au début. Ah bah c'est pratique ça. On va essayer de... C'est intéressant ce qu'ils disent, mais enfin, une fois c'est bien déjà. This forest almost doesn't exist, but we're trying to recreate it, planting 160 different species. So that's our main work. Water conservation and tree planting. Planting the little trees where we stop the water so they have good conditions to grow. Mais avant même de songer à planter des arbres dans cette région tropicale, le premier défi à relever était celui de l'érosion. Ici, l'eau est à la fois trop rare pendant la saison sèche, où la végétation a du mal à résister, et trop abondante pendant la mousson, où les flots emportent jusqu'à la mer tout espoir de culture. Il fallait donc avant tout retenir l'eau et pouvoir recharger les nappes phréatiques. Here, just like in the beginning of Orville, we're trying to stop the water from running off. We harvested a lot of water here, coming from a huge catchment area. We're catching it here and percolating it down into the water table. The water table is rising and the nature is coming back, it's reviving. Birds are coming, other animals, small animals are coming, and slowly nature is regenerating here. That's the main project of Sadhana Forest, to revive the nature here. In this area, we're trying to make a system of catchment ponds. There's one on my right and one on my left. We first fill the one on the right, and when it's full, it's overflowing to the one in the left, so we try to catch the water at as many places as possible, and only then we overflow it into the forest. And there it floods the forest and feeds the roots of the trees. Circle of coconut hair to absorb the water for the plant, and then we put soil and compost, and on top we put the plant. What happens is that the termites, they start eating the coconut hair, they make the soil very porous, they make holes in the soil and loosen it up, and then the plant can grow the roots very well inside the ground. The outer layer is just clay, it's very hard, but inside it's full of water, and you can see how dry it is now here, and how the leaves look so green and nice, and the plant looks so happy. This is one of the only places the plants look so happy. It's planting like this. Usually people dig a hole and plant in the hole, but we found that this method really works well here,
and it keeps the moisture and the plants grow better. Moisture, évidemment, c'est humidité, hein. Il y a un problème de traduction. Pour assurer ce travail de plantation, des centaines de volontaires de toutes nationalités viennent séjourner à Sadhana Forest et donnent de leur temps pour faire grandir la forêt. Chaque année, 3 à 5 000 arbres sont ainsi plantés avec une variété de 150 espèces locales. La communauté constituée de fait par le projet travaille en lien avec les populations locales. Ici, la forêt est un espace ouvert qui intègre complètement les habitants des villages voisins. We protect the land without fences. There's no fence around the land. And this is a very important principle of Sadhana Forest. We call it co-protection, working with villagers to protect the land, not perceiving it as it's my land, but it's everybody's forest that should sustain everybody like it was traditionally. And the way we do it is by planting these trees that you see here were planted by village kids from the nearby villages. So they are connected to the trees, they're coming to care for the trees later. And they have name planks, some of them have name planks with the name of the child that planted it. So they have a personal intimacy with the tree. Another idea that we're working with is what we call seed hubs. We plant here trees that the kids really like the berries of. So in August, when these trees are seeding, the village kids will come, they will eat the fruits, and on the way out of the land to the village, they will spit the pits. When they spit the pits, they spread the forest. So instead of excluding people from the forest by fencing, we're trying to include people inside the forest and make good use of them in the propagation of the different species. Sadhana Forest est bien plus qu'un chantier de régénération des sols. C'est un lieu d'expérimentation où chaque aspect de la vie est orienté vers une écologie durable. Le campement est autonome en alimentation électrique, les habitations sont construites avec des matériaux naturels, sans briques ni ciment, l'alimentation y est biologique et sans produits animaux, et tous les déchets sont recyclés. L'eau, comme les autres ressources, est utilisée avec parcimonie en conscience de sa richesse et de sa rareté. Ok. Si vous êtes curieux de ce que c'est que Sadhana Forest, eh bien, vous tapez Sadhana Forest, il y a plein de documentation, dont Sadhana Forest, une forêt pour grandir. L'objectif, ce n'était pas de rentrer dans le détail de ce que fait Sadhana, ni même du détail de la permaculture aujourd'hui. Désolé de vous réveiller ainsi. Mais c'était quand même de montrer qu'il y a plein d'approches. Hier, je vous ai montré ce qu'on appelle un itinéraire technique de maraîchage sur le vivant. Il ne vous aura pas échappé que là, on n'est pas seulement sur de la technique. Pour ceux qui sont curieux des mots, sadhana, vous avez une idée de ce que ça veut dire? Vous chercherez. En tout cas, vous comprendrez que ces gens-là ne travaillent pas que sur les plantes. Et voilà, on reparlera vendredi de ce que c'est que la permaculture et de la manière dont on fait le lien entre la technique et l'humain. Ce qui m'intéresse dans cet exemple-là, c'est même pas de vous dire que ce que fait Sadhana est parfait, loin de là, il y a plein de gens qui discutent de est-ce que ces méthodes-là sont les plus adaptées ou pas. Il y a quelques éléments qui sont universels dans ce qu'on vient de voir. À votre avis, qu'est-ce qui est généralisable dans ce qu'on a vu là, si on veut prendre soin d'un sol qui est dégradé? Préserver l'eau. Un des trucs, c'est l'eau, ça c'est clair. Et le premier enjeu sur l'eau, c'est quoi? Voilà, c'est quand tu dis à retenir, si on peut préciser par rapport aux notions, c'est faire circuler dans les nappes phréatiques. C'est infiltration de l'eau, pas de ruissellement. Il n'y a pas d'eau qui doit quitter la parcelle de manière horizontale. L'eau, elle doit descendre. Si l'eau ruisselle, c'est qu'on est dans une mauvaise situation. Je ne vous ai pas dit de barrer les rivières. Hein. Bon, attention, c'est sur le sol, l'eau ne doit pas circuler horizontalement, elle doit s'infiltrer. Donc, première mission, on a une mission d'infiltration d'eau. On ne va pas arrêter d'en parler toute la journée hier. On a besoin de créer de la porosité de sol. Sauf que justement, c'est ce qu'on n'a pas. Donc, on ne peut pas travailler sur les sols sans travailler sur l'eau. Ah oui, c'est un truc qu'on n'a pas dit hier. Si on veut stocker de l'eau, où est-ce qu'on peut stocker de l'eau, à votre avis? Dans les nappes phréatiques. Effectivement, mais déjà, il faut les infiltrer. Et c'est effectivement, c'est le plus grand stockage
disponible d'eau est dans la nappe phréatique. C'est quoi le gros avantage de la nappe phréatique? Elle ne s'évapore pas. Indeed. Et après la nappe phréatique, c'est quoi le plus gros stockage d'eau disponible? Alors là-dessus, on a une influence dont on discutera un peu tout à l'heure, mais ce n'est pas un stock que nous, on peut facilement solliciter, quoi. Ouais. Les cours d'eau. Alors, un cours d'eau, on est dans un flux, hein, pas forcément dans un stock, mais on peut discuter, et c'est là où, effectivement, aujourd'hui, on pompe beaucoup d'eau pour l'agriculture. Ce qui est marrant, c'est que vous avez omis le plus gros compartiment et le plus important. Dans le sol. Dans le sol. Ça stocke combien d'eau, un sol en bonne santé? Sachant qu'il y a 50% de porosité. Qu'il y a des argiles qui peuvent stocker plein d'eau, que la matière organique est capable de retenir à peu près son poids d'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mouiller du compost. La quantité d'eau qu'un compost peut absorber est gigantesque. Donc clairement, les argiles et les humus et la microporosité sont les trois éléments qui font qu'un sol peut retenir beaucoup, beaucoup d'eau. Déjà, il faut qu'on clarifie quel sol. Parce que, si on fait simple, si on reprend un sol purement sableux, une dune, ça retient combien d'eau? À peu près 0. Donc sur les sols sableux, on va avoir une très faible capacité au champ. Vous savez ce que c'est qu'une capacité au champ? C'est le stock d'eau utile. Voilà. Au champ, comme un champ, dans les champs. Voilà, c'est une notion très concrète, hein. Là on est sur la notion paysanne. AU, ouais, c'est la capacité dans les champs, la capacité de stockage d'eau. Donc sur un sol sableux, on va être de l'ordre de 50 mm ou moins que ça. C'est quoi l'unité de part, quoi? Ah bah, justement, je vais vous donner un stockage par millimètre. On est d'accord que un stockage d'eau en millimètres, c'est la même chose que des litres par mètre carré ou des dizaines de mètres cubes par hectare. On est d'accord ou pas là-dessus? Ah ouais, ok. Bon, on se le reprend tranquillement. Hein. Voilà. Mais oui. Non, mais si, c'est bien qu'on soit tous d'accord là-dessus. Si on prend une surface, quelle qu'elle soit, si je mets 10 mm d'eau dessus, si je prends 1 mètre carré, 10 mm d'eau sur 1 mètre carré, Ça fait 1 centime de mètre cube. Ou je suis bête. oui, ça fait 1 centime de mètre cube. Donc, ça fait 10 mm d'eau sur 1 mètre carré, 10 litres. Hein. 1 mm, c'est, en fait, non. 1 mm de précipitation, c'est la même chose que 1 litre par mètre carré. Et du coup, si on passe à l'hectare, « 10 mètres cubes hectare ». On est d'accord là-dessus? Ou... Ouais. Bon, ça c'est bien que vous l'ayez en tête, parce que sinon vous allez vite vous paumer. Donc je disais, une très faible capacité au champ, c'est 50 mm. Ok, donc ça c'est un sol sableux. Une argile profonde, c'est quelle épaisseur un sol profond? C'est quoi un sol? Quel sol, ouais. Comment? Quelle couche de sol Un endroit où il y a un sol profond. Par rapport à ce qu'on s'est donné hier, c'est quoi un sol épais en France? 1 mètre, c'est l'ordre de grandeur. Et voilà, quand on a un sol d'1 mètre, on peut appeler ça un sol profond. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas 1 mètre de sol. On tombe sur... La distance entre surface et la roche-mère. Voilà. Ok. Ce qui, de fait, on est tous d'accord qu'on peut pinailler parce qu'il y a forcément un gradient, puisqu'il y a une roche-mère altérée entre les deux, et où on met la limite peut se discuter. Mais quand tu as un bon mètre de sol structuré, et notamment argileux, c'est un sol avec forte capacité de stockage. Globalement, où est-ce qu'on a des sols argileux de plus d'1 mètre? Dans les creux. Dès qu'on a des creux, on a des accumulations qui se sont faites. On stocke combien d'eau dans un sol argileux d'1 mètre? Vous n'êtes pas censé forcément le savoir, je vous le dis. Là, tu peux stocker de l'ordre de 500 mm de pluie. Donc, si on passe en mètres cubes sur 1 hectare, 500 mm, ça fait 5000 mètres cubes. Okay.
Un hectare, c'est grand ou pas? Oui. Ça fait quoi? Ça fait 100 mètres par 100 mètres. Bon, bah, c'est la taille de chez moi, donc moi je vois bien ce que c'est qu'un hectare. Hein. J'ai 5000 mètres de plaine, 5000 mètres d'arbres. Mon sol, il se trouve que j'ai un sol argileux profond. Donc, mon sol est capable de stocker, on a dit, 5000 mètres cubes d'eau. Et moi, j'ai des cuves pour récupérer l'eau de pluie. Et je peux stocker combien d'eau? 5. Oh non, j'ai une grande cuve. Je peux stocker 20 mètres cubes. Donc, mon sol, il a une capacité de stockage de 5000. Et moi, j'ai investi dans un truc massif. J'ai une capacité de stockage de 20 mètres cubes. OK? Donc, où est-ce qu'on stocke l'eau? Dans le sol. Les capacités de stockage humaines sont infimes à côté de ce qu'on peut mettre dans un sol. Ça, c'est un des trucs importants. Alors, je parle des sols qui ont une vraie capacité de rétention d'eau. Si on vit sur du sable, les choses sont un peu différentes. Donc là, on reprend un peu des enjeux sur les sols et on se disait que si on veut protéger un sol, le premier enjeu, c'est l'eau. Et vous voyez qu'on est forcément sur un serpent qui se mord la queue. Pour régénérer un sol, on a besoin d'eau. Et pour pouvoir stocker de l'eau, on a besoin d'un sol en bonne santé. On ne peut pas travailler sur l'un sans travailler sur l'autre. Il y avait quoi d'autre de puissant et potentiellement universel dans les stratégies d'Avira Massadana Forest? Moi, j'ai bien aimé le fait qu'ils adaptaient leur stratégie pour faire pousser les arbres pour eux à la configuration du sol et de leur région. Ils faisaient leur truc avec les noix de coco et Alors voilà, c'est typique de leur région parce que ça formait bien là-bas. l'histoire des termites, hein, on est tous d'accord que on s'en moque, qu'il n'y a pas de stratégie basée sur les termites à faire en France métropolitaine. Mais il y a quoi d'universel dans son truc? Il a un sol qui est en mauvais état, il veut le régénérer. Si on généralise son truc de noix de coco, il a fait quoi? Il a augmenté la porosité sous le plantain, je sais pas comment, Sous le plan. afin de laisser de la place aux racines parce qu'il ne peut pas. Il a fait comment? Justement, il creuse. Il dit non, moi je veux pas creuser. Tout le monde creuse des trous, c'est super fatigant de creuser des trous. Il a utilisé la nature, quoi, les animaux. Et il a utilisé concrètement, comment il fait pour utiliser? Il favorise. Il leur donne à manger, quoi. Voilà. Et il leur donne quoi à manger? Des fibres, parce qu'ils mangent. De la matière organique. Il fait un apport de matière organique pour nourrir la faune du sol qui va recréer de la porosité locale, qui va permettre l'implantation des plantes qui vont ensuite créer le cycle positif. Ça, c'est parfaitement universel et c'est exactement, si vous vous souvenez, ce qu'on s'est raconté hier. Si je rouvre le truc qu'on a vu hier, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un apport massif de matière organique pour nourrir la faune du sol qui va permettre de créer une porosité, qui va permettre aux plantes de descendre des racines. Et c'est une fois qu'on a relancé le cycle, la mortalité racinaire qui va ensuite prendre le relais. Donc cette idée de dire, pour relancer un sol, on apporte de la matière organique, on nourrit la faune du sol, c'est la faune du sol qui relance la porosité, voilà, ça c'est une stratégie très générale. Oui. Ça veut dire que le sol n'était pas totalement mort, il y avait encore un peu de fond dedans, ou alors Ça se discute toujours, mais enfin, le totalement mort, à part un truc sous boîte stérile, il y a toujours un fond de vie microbienne. Faites un essai, c'est Gilles Clément qui propose de faire ça, vous prenez une jardinière, vous la mettez à la meuh sur la fenêtre, vous ne mettez rien dedans. Vous verrez, ça pousse. Il y a plein de trucs qui poussent. Vous pouvez même être au 5e étage, les graines, elles arrivent. La vie veut vivre, et c'est assez sidérant, la capacité d'installation et de colonisation des milieux de la vie. Donc vous mettez juste de la terre, sans rien. Alors bon, évidemment, là, en décembre, ça ne va pas être fou, hein, mais c'est surtout au printemps prochain, vous prenez n'importe quelle terre, vous la mettez là-bas, vous verrez. Alors après, si vous êtes obsessionnel, vous la passez avant au micro-ondes, histoire de stériliser votre terre, ça viendra quand même. Ça mettra un peu plus de temps. Ouais. Et est-ce que c'est possible, on fait toujours des apports de matière organique, mais est-ce qu'on peut faire des apports de vivants, de micro-organismes, apporter des champignons ou des... Ça, c'est un vaste débat. Il y a des gens qui le font, hein, il y a plein de recettes différentes de cultures de microbes, de sol qu'on apporte de manière externe. À mon sens, on manque de recul là-dessus, et ça rejoint un débat qui est beaucoup plus vaste, qui est le déplacement des espèces. Face au fait que tous les environnements sont perturbés,
est-ce que le fait que nous, on déplace des espèces, c'est une stratégie légitime ou pas? Il n'y a clairement pas consensus scientifique là-dessus. Il y a ceux qui disent, attention, c'est la crise, il faut des solutions. Et ceux qui disent, attention, dans plus de la moitié des cas où on a créé des solutions, on a créé plus de problèmes que de solutions. Parce qu'en fait, quand on emmène des espèces, c'est pas toujours les bonnes et elles font pas toujours ce qu'on veut. Donc, voilà, il y a, par exemple, toute une forêt j'ai un doute sur l'espèce. Toute une forêt qu'on a importée au Portugal en apportant des graines du pourtour méditerranéen, en se disant on va super bien résister à l'aridité. Et toute la forêt est morte à l'âge de 60 ans parce qu'elle ne résistait pas au gel centenaire. Bon, c'est un peu dommage, tu vois, quand tu viens de bosser pendant un demi-siècle et que tu t'aperçois on s'est gouré. Et encore, ça, c'est juste une bêtise de forestier. Voilà, ça coûte juste 60 ans de boulot. Mais il ne vous aura pas échappé qu'on discute pas mal des espèces invasives. Toutes les espèces invasives, c'est nous qui les avons amenées. Bon, elles ne sont jamais venues toutes seules. Enfin, il y a 2-3 exceptions, mais l'immense majorité des espèces invasives, c'est les humains qui les ont amenées. Et donc, voilà. Est-ce qu'il faut bouger des microbes ou pas? Il n'y a pas consensus là-dessus. Il y a des gens qui le font et tout le monde se dispute. Ouais. Dans le cas particulier de la vidéo qu'on a regardée, j'ai pas bien compris au début, le sol il s'est dégradé parce qu'il y a eu de l'agriculture avant et ça a favorisé la création d'une sorte de béton de terre, ou c'est naturel ça? J'ai pas tout l'historique. Ce qui est sûr, c'est que tu as, à minima, enfin, tu as deux phénomènes qui se conjuguent. C'est cette saison des pluies et cette alternance saison des pluies, saison sèche, et l'absence de végétation. Donc, je ne sais pas pourquoi on avait une absence de végétation, mais c'est très probablement dû à une surexploitation humaine antérieure. Et justement, une des choses que nous montre cet espace-là, c'est que cette région-là est stable sous deux formes. La forme qui était au début du film, ça ressemble à quoi? Un désert. Et qu'est-ce qu'ils arrivent à réinstaller à la place? Une forêt. Il y a plein d'endroits sur Terre qui peuvent être stables sous les deux formes, désert ou forêt. Et ça paraît contradictoire, mais c'est toutes les régions qui sont soumises à des précipitations intenses avec une forte saison sèche. Et donc il est probable qu'il y a eu une végétation là antérieurement et qu'elle a été dégradée, et qu'à partir du moment où on a mis le sol à nu, on a lancé une dynamique érosive et de tassement. Mais là, je ne veux pas te dire de bêtises, je n'ai pas vérifié tout l'historique antérieur, qui potentiellement se travaille sur de l'ordre des millénaires. Hein. Les enjeux de perte de sol, ça peut être des choses qui ont commencé il y a longtemps. Ouais. C'est peut-être une question un peu bizarre, mais ce que je me demandais, c'est si ce phénomène il est naturel, est-ce que c'est, entre guillemets, légitime de chercher à changer le sol? Là, en tout cas, ce qu'on fait, c'est... Il le dit, hein, il y a une forêt naturelle endémique qui a disparu. Enfin, il ne vous aura pas échappé que l'Inde, ils sont 1 milliard sur l'espace d'un pays. En termes de tension sur les ressources, ça fait longtemps qu'il y a de la pression. Donc l'eau, voilà. Elle ne va pas ailleurs après. Parce qu'il n'y a pas des régions alentours qui pourraient souffrir du fait qu'on retient l'eau. Enfin, c'est vraiment... C'est une très bonne question, mais on va y venir tout à l'heure, là-dessus, sur forêt et climat. Ouais. Je voulais parler du fait de remettre de la matière organique pour régénérer un sol. Donc, vous dire que vous nous présentiez votre schéma, j'ai l'impression que c'était pour régénérer un champ. Donc, il fallait remettre plusieurs fois de la matière organique. Et lui, dans sa méthode, le fait qu'il mettait un arbre, j'ai l'impression que ça veut dire qu'il a besoin d'en mettre qu'une fois. Merci, c'est le dernier point que je voulais qu'on partage, c'est tu veux régénérer un sol, tu mets à minima des plantes, et si possible des plantes pérennes. On avait parlé de quoi? Et combien d'espèces ils plantent sur Sadhana, ils nous ont dit 160. Diversité végétale, on a dit qu'on mettait quoi là-dedans, dans un semi-couvert? On parlait notamment de la luzerne, qui a deux intérêts. C'est quoi les deux caractéristiques de la luzerne? C'est une légumineuse qui va fixer de l'azote par la symbiose avec les rhizobiums et... Grande racine. Oui, elle va faire des grandes racines parce qu'elle est pérenne et non pas annuelle. Et donc, l'usage, planter des plantes ou semer des plantes, c'est la base pour régénérer un sol. Ça, c'est... Donc, les grands axes, hein, c'est limiter le ruissellement ou arrêter le ruissellement, éventuellement recréer une porosité initiale, apport de matière organique, installer des plantes.
avec tout ça, c'est les axes universels. Et après, on voit que là, ça peut être un semi-couvert d'herbacées. Vous me suivez quand je dis une herbacée? C'est quoi une herbacée? Alors, il y a des grandes herbes, hein, mais par définition, c'est une plante qui n'a pas de bois. Donc en gros, ça reste les petites plantes. Ce n'est pas des arbres ni des arbustes. Donc, les plantes que vous voyez dans les champs et la luzerne font partie des herbacées. Donc, ça peut être des herbacées, ça peut être des arbres. Et la puissance de l'arbre dans nos stratégies de régénération est quelque chose d'absolument majeur, en fait, et qui est souvent sous-évalué. Et je vous rappelle que ça vient de gens qui travaillent juste sur le maraîchage. Et c'est notamment pour ça qu'ils ne mettent pas beaucoup en avant les arbres, parce qu'ils travaillent sur des très petites surfaces, le plus souvent. C'est quoi exactement le maraîchage? Ah, le maraîchage. Comme ça, son nom l'indique, hein, c'est ce qu'on cultive dans les marais. Qu'est-ce qu'on cultive dans les marais? Du riz? C'était ce qu'on cultivait dans les marais. Ce qui caractérise les marais, c'est très forte humidité et très fort taux de matière organique. Et donc c'est là qu'on avait les très grosses productivités, c'est là où on mettait les légumes. Aujourd'hui, le maraîchage, c'est tous les gens qui produisent des légumes. Et ils sont très rarement dans des marais. Il y a un peu de maraîchage dans le marais poitevin, mais globalement, les maraîchers produisent des légumes, mais avec des apports d'engrais et des consommations d'eau qui sont notables. Et donc c'est pour ça qu'ils ne mettent pas d'arbres, parce qu'ils veulent... Ça dépend, mais enfin, donc, on disait hier qu'une petite ferme, c'était quelle surface? C'est pas vrai pour un maraîcher. Il y a des maraîchers qui travaillent sur 1 hectare, voire moins d'1 hectare. Donc ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Voilà, quand tu travailles sur 1 hectare ou quand on a 300, tu ne te poses pas les mêmes questions. Donc, ça, c'est des stratégies qui sont adaptées pour des petites surfaces. C'est à 5000 m², bon, bah, voilà, la quantité de matière à amener, ça va. C'est à 500 hectares, c'est juste inaccessible. Maintenant qu'on a posé ça, je veux justement qu'on se pose des bases générales de régénération des sols. Allez, si, vas-y, on se fait un petit écart parce que j'ai jamais eu le temps de faire ce cours-là et pour une fois que j'ai des gens qui connaissent un peu la chimie, on va en profiter. Je peux vous poser une mini-question? Oui. Enfin, il n'y a pas de mini-question, mais on va... Non, c'est par rapport à la distinction entre plantes pérennes et annuelles. Et donc les plantes qui produisent les céréales dont on a besoin en majorité, elles ont la bonne idée d'être toutes annuelles, c'est pour ça qu'on doit labourer à chaque fois. C'est hyper intéressant ce que tu poses comme question, parce que on traite de ça et on aura le temps d'en reparler. Donc, les céréales, c'est quoi comme famille, biologique? Des herbacées. Ouais, ça fait partie des herbacées, on est d'accord que ce n'est pas des arbres. Si on est un tout petit peu plus spécifique, ça ressemble à quoi? Vous avez déjà vu un jeune champ de blé, non? Ça ressemble à quoi? Un jeune champ de blé, ça ressemble à quoi? De l'herbe. Oui, ça ressemble à de l'herbe. Parce que c'est la même famille. Donc, comment elle s'appelle cette grande famille? C'est les graminées ou les poacées. Hein? Donc, poacées. Voilà. Donc, l'herbe, en fait, l'herbe, ça fait quelle taille? On est bien d'accord, hein? Quand on voit des gazons, c'est juste parce qu'on passe notre vie à la couper. Mais n'importe quelle herbe, si tu la laisses vivre, elle te fait des fleurs à cette hauteur-là. Donc ça, c'est la taille de l'herbe. Et si vous laissez n'importe quel endroit en herbe qui n'est pas fauché, vous verrez que vous avez une structure très proche des céréales cultivées. C'est-à-dire que vous avez une tige qui forme une paille avec des graines en haut. Simplement, les graines, elles sont comment les graines des graminées sauvages? Beaucoup plus petites. Elles sont minuscules et elles ont un autre petit problème. C'est tout bête, hein, mais bon, vous vous souvenez pas bien, ça fait 10 000 ans l'invention de l'agriculture, mais tu avais un gros problème avec les céréales sauvages. Ouais, ça vous paraît acquis, mais nous, qu'est-ce qu'on fait quand quand le blé est mûr? On le récolte. Ok, bon, mais c'est super. Ouais, pour ça, il faut encore que les grains soient sur la tige. Or, à la base, le but d'une plante, quand elle fait des graines, c'est de répandre ces graines dans l'environnement. Donc c'est compliqué sur les herbacées sauvages, c'est que les graines, elles tombent toutes seules. A fortiori, si tu te pointes avec une faux, alors là, il y a tout qui est par terre. Mais l'herbe et les céréales, c'est la même famille. Donc il faut être conscient que ce qu'on met dans nos champs, c'est des herbes ultra sélectionnées.
qui ont été sélectionnés sur quels critères? La productivité. Faire des très gros grains. Si vous regardez la taille des grains d'un blé par rapport à ses ancêtres sauvages, on a quasiment fait x10. Et Et beaucoup, voilà. Comestible. Alors, comestibles, en fait, les graines des céréales sauvages étaient comestibles. Après, souvent, on a quand même fait de la sélection variétale pour avoir des choses qui sont les plus douces possibles. Mais on a commencé par récolter des céréales sauvages qui étaient comestibles. qui ne tombent pas si facilement. Et voilà. Et où les grains restent dans les épis. C'est un des trucs, ce qu'on vient d'établir là, et on en aura besoin dans la semaine. Il faut se souvenir que toutes les plantes cultivées ont été domestiquées. On est d'accord avec ça? D'ailleurs, ça, je ne l'ai pas mis dans la... Je ne sais plus si je l'ai mis dans... Si, je l'ai peut-être mis dans la biblio. Homo domesticus. Bon, c'est... Voilà. Si vous êtes curieux, vous lisez Homo domesticus. C'est James Scott. C'est un... Ouais, il est dans la biblio? Ouais. C'est un des rares anthropologues qui est aussi agriculteur. Donc, c'est pas inintéressant quand il écrit sur l'invention de l'agriculture. Et après, il a des thèses assez troublantes sur ce qui s'est passé quand on a domestiqué un certain nombre d'espèces. Mais voilà, toutes les espèces qu'on mange, elles ont des ancêtres sauvages. Et donc, c'est assez intéressant d'avoir ça en tête. On a modifié ces espèces. Si on va jusqu'au bout, aujourd'hui, ils ont été sélectionnés sur quoi, nos espèces cultivées? Par la résistance aux maladies aussi. Justement, pas du tout. Pas du tout. Ils ont été sélectionnés. On en a parlé des quintaux hier. On a dit quoi sur les quintaux? Qu'il y a 2 générations, quand on faisait 30 quintaux, on était fiers. Et qu'aujourd'hui, tout le monde te rit au nez si tu fais 30 quintaux. Par la résistance aux pesticides. Par la capacité à avoir des productions gigantesques sous énorme dose d'engrais, d'eau et de pesticides. Donc, les phytosanitaires, juste, on est d'accord sur ce que c'est? C'est un joli euphémisme. C'est des pesticides. Ouais, et il y a quoi là-dedans? Une poison pour chenilles. Il y a 3 grandes familles de pesticides. Insecticides, fongicides, herbicides. Voilà, on utilise tout ça. Cide, vous savez ce que ça veut dire? Hein, voilà. Donc, on tue les insectes, on tue les champignons, on tue les herbes. C'est ça la définition des phytosanitaires, et leur usage est massif. Et malheureusement, au cours des dernières décennies, depuis 1950, l'augmentation de la dépendance à ces produits-là a été gigantesque parce qu'on a sélectionné des variétés qui sont énormes sous ces produits-là. Et justement, l'enjeu aujourd'hui, ce serait d'être capable de sélectionner des variétés qui survivent sans ces produits-là. Mais c'est un autre travail de sélection. Donc il faut être conscient que les plantes, ce n'est pas une donnée qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on fabrique. On fabrique les plantes dont on a besoin. Petit détour, on revient sur 2-3 trucs fondamentaux. Voilà, je voulais juste qu'on clarifie ce point-là. Quand tu prends 1 kg de légumes, c'est quoi la masse qui vient du sol? Prends 1 kg de tomates, 1 kg de courgettes, 1 kg de salade, 1 kg de ce que tu veux. Alors, première hypothèse, il y a de l'eau. Hein, tout le monde est conscient qu'un légume, c'est plein d'eau. De l'ordre de... 50%. Ou plutôt 90%. Ok. Donc après, 90% c'est de l'eau. Il y a 10% de matière sèche. Et après? Là, c'est de la photosynthèse. Ouais. Et donc la photosynthèse, vous vous souvenez, elle prend H2O, CO2, et elle nous donne les chaînes carbonées. Et donc, tout le carbone, tous les hydrogènes et tous les oxygènes qu'on va trouver dans notre matière organique, ils viennent de l'atmosphère et de l'eau. Et donc la portion minérale, de temps en temps, vous allez trouver un azote. En différentes fonctions, on va avoir, parfois, si on continue, on va avoir aussi besoin de phosphore. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail de la chimie. On a différents minéraux qui vont être mobilisés.
Mais l'essentiel de la matière vivante, ça vient du CO2 et de l'eau. Ce qui me permet de rappeler que on est à 4 à 8 pour 1000 en masse. Donc, on a besoin du sol, mais il y a beaucoup de matière qui ne vient pas du sol. La fraction minérale dans les plantes qui vient du sol est toute petite, juste qu'on vérifie qu'on s'est bien compris. Si on prend un bac d'1 mètre cube de terre, hygrométrie parfaitement contrôlée, on sème une graine d'arbre dedans. Et puis, pendant 10 ans, on l'arrose. On ne fait que l'arroser et on s'assure qu'il n'y a aucune érosion. C'est pas si facile à faire, mais voilà. Avant, on a pesé notre bac. Au bout de 10 ans, on le pèse. Ça pèse plus lourd, moins lourd ou pareil. Donc je vous dis, hop, tu fais ton bac, la terre, hygrométrie contrôlée, une graine, tu laisses passer 10 ans, le même bac, la même terre, même hygrométrie, mais il y a un arbre dedans. Et les racines. En termes de poids, on a gagné du poids, on a perdu du poids ou c'est la même chose? Avec l'arbre dedans. Oui. Voilà. Ok. On est d'accord que là, c'est nettement plus lourd. Et la matière vient d'où? Donc, le CO2 atmosphérique, qui a fait une bonne partie qui nous a ramené le carbone, et dans l'eau qu'on a arrosée, on a perdu quelques hydrogènes pour la photosynthèse qui ont libéré de l'oxygène. Donc, clairement, on accumule de la masse. Et c'est un des trucs qui n'est pas toujours intuitif, c'est de se dire que, voilà, quand tu as un arbre qui fait des tonnes, en fait, il a pris du gaz pour fabriquer ces tonnes-là. Bon, si vous avez ça en tête, on n'est pas trop mal. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a identifié 17 éléments essentiels qui sont nécessaires aux plantes. Donc, c'est un peu l'équivalent de nos vitamines. Alors, attention, hein, ça n'a pas du tout la structure chimique d'une vitamine, ça n'a rien à voir. Bon, je suis en train de comparer des animaux, nous, à des végétaux. Ça ne fonctionne pas pareil. Mais c'est quoi le point commun? C'est que ce sont des choses qui sont absolument nécessaires à la bonne santé, mais en toute petite quantité. Voilà, c'est ça le point commun. Donc les 17 éléments essentiels, voilà. C'est évidemment hydrogène, carbone, oxygène, mais ça on en a parlé, eux ils viennent de l'eau et de l'air. Tous les autres nous viennent du sol. Azote, potassium, calcium, magnésium, phosphore, sulfate, tout ça on est sur des choses dont il y a des besoins non négligeables. Au passage, vous avez vu, hein, NPK, voilà, ça reste des choses où il y a un besoin assez fort. Calcium, il y en a des besoins importants, mais dès que c'est le sol est calcaire, il n'y a pas d'enjeu. Et magnésium, ça dépend où. Et on parlait de marner, c'est aussi selon quels apports on fait, une manière de ramener du magnésium. Et après, il y a des choses dont il y a besoin, voilà, en quantité absolument infinitésimale, qui sont néanmoins nécessaires. C'est là qu'on parle de carence de sol. Si jamais il y a un élément qui est totalement absent, ça peut poser des gros problèmes. Il reste que, en fait, un sol qui est carencé est assez rare. Où est-ce qu'il y a un stock suffisant de tout ça dans un sol vivant qui va bien? Alors, ça peut arriver. Selon la roche-mère, on peut avoir une libération de tout ça, et souvent, l'altération de la roche-mère suffit à produire tout ça. Mais il y a des roches-mères qui ne vont pas forcément contenir tout ça. Plus simplement, dans un sol qui a été structuré au fur et à mesure des années. Donc, tu penses à quoi quand tu dis des sédiments? L'humus. Eh ouais, dans l'humus. L'humus, c'est quoi? C'est du débris de plante. Si je vous dis que dans une plante, il y a tout ce qu'il faut pour faire une plante, ça va en termes de scoop? Dans une plante, il y a tout ce qu'il faut pour faire une plante. Donc quand tu prends plein de plantes mortes et que tu stockes ça dans l'humus, eh ben, en fait, un sol qui est riche en matière organique, il contient tous les éléments nécessaires. Et c'est pour ça qu'en fait, les problèmes de carence sont en fait rares dans des sols qui sont en bonne santé, parce qu'on a un stock qui est largement suffisant. Par contre, dans un stock où il n'y a plus du tout de matière organique, ben là, ça dépend de la nature de la roche-mère et on peut avoir des enjeux de carence. Donc voilà, il faut comprendre quand même qu'il y a des enjeux sur tout ça. Après, je vous l'ai dit, vous vous souvenez, hein, ces éléments-là, ils sont fournis aux plantes par qui? Il y avait quoi autour des racines? Ouais, et plus globalement? Les
des micro-organismes. C'est les microbes qui libèrent tout ça. Globalement, tout ça est bloqué, soit dans une forme minérale, soit dans une forme organique. Et c'est les microbes qui mangent et qui libèrent les éléments qui sont nécessaires aux plantes. Et donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait avec tout ça, parce que, voilà, en fait, quand tu commences à analyser ce qui se passe sur tous ces trucs-là, ça nous échappe totalement. C'est eux qui régulent la chimie du sol. Vous vous souvenez qu'on parle de milliards de bactéries par gramme de sol. L'ensemble de ce qui se passe n'est pas prévisible. En fait, on ne sait pas modéliser l'ensemble des interactions chimiques dans un sol. Et globalement, ce qu'on sait faire, c'est prendre soin... En gros, on sait faire deux trucs. C'est les deux grandes écoles. Il y a des intermédiaires, mais qui marchent moyen. Soit on prend soin de la vie du sol, et c'est la vie du sol qui nourrit les plantes. C'est comme ça que ça marchait dans la nature. Et c'est cette stratégie biomimétique, de dire, bah, tiens, comme ça marchait dans les écosystèmes naturels, on peut faire pousser des plantes. C'est ce qu'on fait en agriculture biologique, en agroforesterie, en agroécologie, en permaculture. C'est-à-dire, nous, on nourrit la vie du sol nourrit les plantes. Et il y a un autre truc qu'on peut faire, qui est l'opposé. Pour circuiter le sol et donner directement aux plantes. C'est de l'hygroponie. Vous voyez ce que c'est l'hygroponie? Tu mets des plantes dans un substrat inerte, voire juste dans la flotte, et tu leur envoies tous les engrais, et tu fais ton mélange très particulier de minéraux. Un des trucs qui est assez bizarre, c'est qu'aujourd'hui, on fait de l'hygroponie dans les champs. Il y a plein de champs où le sol est juste un support inerte, et en fait, on amène tellement de flotte et tellement d'engrais que le sol n'a plus aucun rôle. Donc l'hygroponie, c'est malheureusement pas que dans les serres où on voit les racines qui trempent dans l'eau. Il y a des endroits où on traite le champ, comme la terre, comme un support inerte. Et donc on a vraiment deux grandes philosophies opposées. Je vous rappelle que si on mise sur la partie qui nous semble la plus intéressante, qui est de nourrir le sol et de dépendre du sol, tout ça c'est de la chimie complexe, puisqu'on est sur de l'absorption sur des complexes. C'est le complexe argilo-humique avec cette absorption négative. Et donc aller modéliser tout ce qui se passe là-dedans et tout ce que les microbes font en termes d'échange et de racines, c'est un petit truc. Attends, 2 secondes, je finis ça, puis je te donne la parole. Je vous rappelle, c'est ce qu'on disait dehors hier, qu'au passage, la quantité d'ion H+, vu qu'elle varie de plusieurs ordres de grandeur, on parle bien de plusieurs puissances de 10 selon le point de pH, change du tout au tout. Dans une certaine neutralité, globalement, toutes les plantes s'en tirent. Quand tu es en dessous de 6, il y a un certain nombre de plantes qui sont incapables de récupérer un certain nombre d'éléments qui sont modifiés par l'abondance d'ion H+. Et à l'inverse, quand tu es au-dessus de 7,5, il y a des plantes qui ne vont pas suivre. Vous avez des idées de... Non, c'est marqué dessus. C'est facile. Donc tu trouveras jamais des myrtilles sur un sol calcaire, quoi. Ça, c'est juste sûr, quoi. Il n'y a pas moyen. Et à l'inverse, je vous ai dit, le noyer n'est pas une plante qui va aimer les sols acides. Mais attention aux exceptions. Le vivant, il faut bien comprendre qu'il y a un truc très différent entre le milieu idéal pour un organisme et la capacité d'un organisme à survivre en dehors de sa zone idéale. Par exemple, l'idée qu'on puisse survivre au Groenland ou au Sahara n'est pas la première évidence quand tu regardes la physiologie humaine. Pourtant, il y a du monde au Groenland et au Sahara. Et pourtant, moins 30 ou plus 45, ce n'est pas des températures faciles. Donc, il faut bien comprendre la différence entre les conditions idéales, il y a clairement des plantes qui préfèrent un pH 8, des plantes qui préfèrent un pH 5, et le fait que de temps en temps, on a des exceptions. Il reste que, voilà. L'enjeu, c'est la capacité d'absorption des différentes formes que peuvent prendre ces différents ions-là en fonction du pH. Et voilà, ça vous donne une petite idée de ce qui se passe, mais on se rappelle qu'on est sur une... Là, on est sur une jeune plante, puisqu'on a un poil absorbant, ou sur une crucifère. Et après, il y a un certain nombre d'échanges entre ce qui va se passer sur le sol et la plante. Et les plantes jouent un rôle actif. On a dit qu'ils nourrissaient les microbes. Ils vont aussi parfois libérer des ions H+, pour aller désaturer le complexe argilo-humique. Donc, mon message, c'est juste de clarifier que la chimie du sol, c'est beaucoup trop compliqué. Si vraiment ça vous intéresse, vous faites une thèse dessus. Et voilà, en y passant quelques dizaines d'années, on peut trouver des choses intéressantes. Quand on y passe quelques heures, on va se redire que c'est un niveau de complexité qui dépasse pas mal l'entendement humain et assez largement aujourd'hui notre capacité de modélisation, et que la stratégie la plus simple, ça reste de se dire,
il nous faut un sol en bonne santé. Et ça, c'est à peu près comme un humain. C'est-à-dire que si vous essayez de modéliser tout ce qui se passe dans le tube digestif d'un humain, bon courage. Le nombre d'interactions est excessif. Pour autant, on sait à peu près ce que ça veut dire qu'un humain en bonne santé. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas modéliser qu'on ne sait rien. On a des bons principes de nutrition humaine. C'est à peu près la même chose sur un sol. On a des bons principes de nutrition sur un sol. Oui, voilà. Et après, voilà. L'autre chose qui est intéressante, c'est de voir comment tout ça circule. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que l'azote peut prendre plusieurs formes chimiques. Et voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'azote. Et donc, on l'a dit, N2 est abondant, mais pas utilisable pour les plantes. Ça, c'est nitrate. Nitrate. Absorbable pour les plantes ou pas? Oui. Qui, en fait, le plus souvent est sous forme d'ammonium. Absorbable pour les plantes ou pas? Ouais, c'est un truc très petit. Et voilà, c'est ça. Et les ammoniums entre les deux sont des formes temporaires, rarement majoritaires. Nitrite, non, N2O, NO2, c'est un nitrite. Hein. Ouais, c'est un nitrite. Voilà, et donc ça, c'est une forme qui est temporaire et très minoritaire dans le sol. Et tout ça est régulé par des bactéries. Dans un écosystème naturel, c'est quoi le taux de recyclage de l'azote? Dans un écosystème naturel, le recyclage de l'azote, il y a des plantes qui sont constituées d'azote, ils vont être mangées par des animaux qui vont excréter de l'azote. Ça s'appelle bien faire pipi. Combien on va en perdre? Moins de 1%. Un écosystème naturel recycle au moins 99% de son azote. C'est pour ça, on pourra en discuter, que avoir des stations d'épuration qui rejettent tout dans la rivière, ce n'est pas une bonne idée. Essayer de trouver un écosystème où tous les animaux vont faire pipi dans la rivière, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce qu'ils font pas pipi dans le sol, ils n'ont plus dans le sol. Parce que si ça avait existé, j'en sais rien, peut-être qu'un jour ils ont essayé de mettre tout le monde et de dire non, non, c'est sale, on ne va pas faire pipi par terre, tout le monde dans la rivière. En quelques générations, tu vides le stock d'azote du sol, tu perds les plantes, tu perds les animaux. C'est pas viable. Le taux de recyclage naturel de l'azote, c'est 99%. C'est un truc qui doit nous rendre un peu modestes. Vous connaissez les taux de recyclage à peu près de l'humanité aujourd'hui quand on arrive à recycler un truc? 2%. Oh, il y a des trucs, on arrive à 30%. Ça dépend des. Ouais. Sur le verre, on joue quand même. Sur le vert, on est peut-être un peu plus. Mais je ne sais pas combien on est exactement sur le vert, c'est sans doute celui où on est le plus. Par contre, sur les plastiques et sur les métaux, il n'y a rien, on est à plus de 30%. Et tu fais ce 0,3 puissance 10, et puis tu vois ce qui reste. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun recyclage humain qui permet un minimum de stabilité. Le recyclage, quand il existe, le seul truc qui permet de faire des dizaines de cycles, c'est des taux de l'ordre de 99%. Donc en fait, on est forcément sur des systèmes extrêmement efficaces, sinon ils ne sont pas viables. On a dit qu'on était à combien en perte d'azote dans les champs? Je vous l'ai dit, c'est ça. Il y a la moitié de l'azote qu'on met dans les champs qui finit dans la rivière. S'il y avait un écosystème qui marche comme ça, je veux dire, si à chaque cycle tu divises par 2 la quantité d'azote disponible, très vite c'est fini. Et donc, on est passé de manière globale à des cycles quasi fermés. Il y a des fuites infimes qui se renouvellent, notamment par les apports de légumineuses, à des systèmes complètement ouverts. Et ça n'a rien à voir. Avant, l'azote restait sur place et les quantités qui arrivaient dans la rivière étaient infimes, milieu oligotrophe, c'est ce qu'on a vu hier. Aujourd'hui, la moitié de l'azote qu'on met dans les champs se retrouve dans la rivière et on se retrouve avec des quantités folles d'azote dans l'eau et dans les océans. C'est plus du tout le même système. Ouais. Et donc je reviens un peu à ma question d'hier, qui était, là ça marche si on ne coupe pas la plante, si on la récolte pas. Si on la récolte. Qu'est-ce qui marche? Ah oui, les Le explications. cycle la boucle fermée. Le cycle de quoi on parle? De l'azote, là par exemple, dans ce cas-là. C'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que si. Alors, déjà, quand tu coupes la plante, tu laisses toute la partie racinaire. Et en fait, une légumineuse va laisser beaucoup d'azote dans le sol juste en laissant ses racines. Ensuite, si tu exportes
des lentilles, du soja, des haricots, des pois chiches, de fait, tu exportes des protéines. Donc, tu exportes de l'azote. À quelles conditions ça marche? Que l'azote qui ressort des humains retourne dans les champs. Parce que si l'azote qui sort des humains ne retourne pas dans les champs, de fait, on perd de l'azote dans les champs, et on le met dans la rivière. Dans la rivière, il tue des organismes et il fait défaut dans les champs. Et donc, enfin, on pourrait en reparler. L'enjeu des toilettes sèches, ça n'est absolument pas de stocker, d'économiser de l'eau, des quantités d'eau dans les toilettes. Enfin, c'est pas hyper malin de faire ses besoins dans l'eau potable, ça peut se discuter, mais c'est-à-dire qu'on potabilise de l'eau pour faire ce qu'on fait dedans, ça se discute. Mais les volumes sont négligeables à côté des volumes agricoles. L'enjeu autour de la gestion des toilettes, c'est est-ce que tous les minéraux vont dans la rivière où ils causent énormément de problèmes, ou est-ce qu'on est capable d'avoir des taux de recyclage de 99% sans avoir de problème sanitaire. C'est-à-dire qu'il faut évidemment rompre tout cycle bactérien éventuel. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Hein. Le corps humain, quand on lui donne je sais pas, 100 grammes de protéines, il n'absorbe pas 99%, il en rejette une partie qui suffirait à alimenter le cycle de l'eau. Vous voyez ce que c'est qu'un système à l'équilibre? C'est-à-dire que si tu te pèses tous les mois et que tu pèses à peu près pareil, c'est que tu recraches tout ce que tu absorbes. Okay. Voilà, c'est un système ouvert, tu renouvelles en permanence tes protéines, mais tu craches autant d'azote que ce que tu absorbes. Ouais, on crache des protéines qui ne marchent plus, mais elles sont composées autant. Alors, nous, on crache de l'urée, mais on excrète autant d'azote qu'on absorbe. Et de fait, c'est pour ça que c'est des fois compliqué de faire des ratios, c'est qu'en fonction qu'on est végétarien ou qu'on mange 2 steaks par jour, on n'excrète pas du tout la même quantité d'azote. Mais conservation de la matière, hein, les atomes ne disparaissent pas, on excrète la même quantité d'azote que ce qu'on absorbe quand notre masse corporelle est stable, ce qui est une hypothèse pour un certain nombre d'adultes. Après, évidemment, quand ton poids est en train d'évoluer, c'est un peu plus compliqué que ça. Tu me corriges, hein, parce que c'est pas moi qui suis l'expert de physiologie humaine. Oui, bah après, il y a toujours des petites variations selon la masse grasse ou la masse. Ça marche. Ouais, donc c'est ma question tout à l'heure. J'avais pas compris. Enfin, hier, on a dit que ce qu'on mettait dans les champs, c'était souvent des anions. Enfin, c'était une coïncidence ou c'est voulu. Enfin, on a dit qu'on mettait que des phosphates et des nitrates. Bah oui, de fait, parce que c'est ce qui manque le plus aux plantes. Pourquoi on n'arrive pas à les absorber enfin, pourquoi les plantes n'arrivent pas à les absorber s'il leur manque la moitié à chaque fois? En fait, Attends, quelle est la question? Donc on amène des phosphates et des nitrates. oui, et on dit ils sont censés les absorber, les plantes. Oui. On dit ces éléments-là qui se retrouvent dans les rivières, s'ils sont chargés négativement et les plantes, ça n'arrive pas à s'accrocher au sol. Pourtant, on vient de dire que, comme on récupère, comme on récolte la production des plantes, ils perdent la moitié de l'azote. Par exemple, pour les nitrates, les plantes seraient censées récupérer, prendre ce qu'on leur donne. On va essayer de clarifier ce point. Attends, je réfléchis, est-ce que je le fais là-dessus. On va faire sur les nitrates, on va dire que c'est la même logique sur les phosphates. Si on fait un apport de nitrate, ça s'apporte, alors déjà, souvent on l'apporte sous forme d'ammonitrate, NH4+, NO3-. Voilà, on amène un truc équilibré. Quand on amène des ammonitrates, ça s'amène en quelle quantité? Vous avez une idée? On compte par kilo d'azote par hectare. C'est ce qu'on appelle une unité. Une unité d'azote, c'est 1 kg d'azote par hectare. C'est quoi les quantités usuelles dans les champs? 5 unités, je crois. On va être gentil, on va dire entre 50 et 300 unités d'azote. Voilà. On est plutôt dans de la culture conventionnelle à 150, 200, 300 c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup, 300 unités d'azote en apport. Si toutes les semaines, tu viens apporter 5 unités, tu auras peu de pertes. Mais, je veux dire, si tu as 500 hectares, tu as peut-être autre chose à faire que de te faire les 500 hectares avec les pondeuses toutes les semaines.
Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais 2-3 gros apports de 100 unités. Or, quand tu amènes 100 unités, ou même 50 unités d'un coup, tu excèdes très largement la capacité d'absorption immédiate des plantes. Donc il y en a en large excès. Et on a dit, NO3-, il peut se stocker où dans le sol? Nulle part. Nulle part. Donc, il est dans le champ. S'il ne pleut pas, ça va. Et s'il pleut, rivière. Donc, c'est lié à deux choses. C'est qu'on fait des apports importants sous des formes qui ne sont pas fixables. Pourquoi il ne se passe pas la même chose dans un écosystème naturel? Si on prend un écosystème qui arrive à recycler 99% de son azote, l'azote, il est où? Il est dans les racines, dans l'estomac des animaux. Et surtout, il est dans l'humus. L'humus, vous vous souvenez, c'est des chaînes carbonées dans lesquelles il y a des azotes. L'azote qui est dans l'humus, il est complètement stable. Tu peux mettre autant de pluie que tu veux sur du compost, tu as zéro fuite d'azote. Le problème, c'est que la racine ne peut pas absorber l'azote qui est fixé à une chaîne carbonée. C'est quoi le mécanisme qui rend l'azote organique disponible pour les plantes? C'est grâce aux enzymes du sol ou aux microbes? C'est les microbes du sol. Les microbes du sol, ils vont venir manger la matière organique, ils vont nous découper tout ça, ils vont nous faire du CO2, et puis ils vont faire du pipi de microbes, ils vont libérer du nitrate, ou de l'urée, sous différentes formes, ou de l'ammoniac. À quel moment les microbes ont une forte activité? Quand il fait chaud et humide. Quand il fait chaud et humide. À quel moment les plantes ont un gros besoin d'azote? Quand il fait chaud et humide. Tout se passe exactement dans la nature, comme si la nature avait réussi à stocker l'azote dans un compartiment totalement non lessivable qui lui permet de traverser tout l'hiver et toute la flotte sans avoir aucune perte en azote, et qu'au moment où les plantes voient, tiens, c'est le printemps, là il faut de l'azote pour partir, tiens, hop, on libère l'azote et on fournit les plantes au fur et à mesure des besoins, ce qui fait qu'on n'a pas de perte. Et ça, c'est ce qu'on ne sait pas faire dans les systèmes humains. C'est pour ça quand on dit qu'il vaut mieux nourrir le sol, et c'est les microbes qui nourrissent les plantes, dans ces systèmes-là, il n'y a pas de perte, parce que les microbes et les plantes sont synchrones. On peut dire que c'est un sacré coup de bol, où la nature est bien faite. En tout cas, c'est incroyablement plus performant que notre agriculture moderne. Je vous dis, avec des taux de perte de 50% d'azote, il n'y a pas de solution. Ouais. Et donc le parc de la question, c'était on n'apporte que des anions. Non, je te dis... Oula. Nous, on l'apporte sous forme Oui, non, NH4+, NO3-. mais on apporte, hier vous avez dit, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas qu'on apporte que les nitrates et les phosphates qui sont lessivables. Parce qu'on fait aussi des engrais avec des cations qui, eux, pourraient être stockés dans le sol. Tu vois, les ammoniums, on a moins de problèmes de lessivage des ammoniums, parce que eux, de fait, ils sont absorbés sur le complexe argillomique, sur les argiles, et sur le complexe, et sur la matière organique. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas un peu un problème de volatilisation plutôt avec... Oula, mais vous vous posez plein de questions. Vous êtes déjà rentré dans un box de cheval qui n'a pas été nettoyé depuis un bon moment. Hein, voilà. Donc, on sait que ça a une forme gazeuse qui est tout à fait notable. Après, ça arrive, toujours pareil, dans des conditions où il y a un fort excès. C'est-à-dire que dans la nature, on l'a dit, l'azote est un facteur limitant. Qu'est-ce qui se passe si c'est un facteur limitant? Si on en met, ça fait quelque chose. Ça veut dire que tout le monde en veut, là. Dès que tu en mets quelque part, il est chopé par une plante, par un microbe, et donc il n'est jamais en excès. Il n'est jamais en excès, sauf quand tu t'amènes avec des quantités hallucinantes, quand tu viens déposer 50 unités d'un coup d'ammonitrate, là tu te retrouves avec un énorme excès d'azote, et donc il y a des pertes gazeuses, et il y a des pertes, et c'est encore bien plus grave, sous forme de, non pas de nitrite NO2, mais N2O. C'est quoi ça? Voilà, ça normalement ça vous fait marrer. C'est un gaz hilarant qui a un PRG Énorme. d'à peu près 300. 200 peut-être, ça va dépendre des sources et des protocoles, mais c'est en plusieurs centaines.
Et donc, ça, c'est un des énormes problèmes de l'agriculture, c'est quand on fait de la fertilisation azotée, on a des relargages de protoxyde d'azote, et ça plombe très, très fortement le bilan de l'agriculture. Voilà. Je ne pensais pas vous raconter ça maintenant, mais ça reste une donnée essentielle si on veut comprendre ce qui se passe en agriculture. C'est une autre raison pour se dire qu'il faut arrêter les ammonitrates. On a dit que ça consomme énormément de gaz à fabriquer, c'est ça qui empoisonne les rivières et l'océan, et ça produit plein de protoxyde d'azote. Et ça ne permet pas d'avoir un sol en bonne santé. Donc voilà. Si on veut avoir de l'azote disponible dans nos champs, c'est quoi la réponse de base? Légumineuses, légumineuses, légumineuses. C'est la base de toute agronomie qui tient compte des cycles naturels. Ouais. Hop, parce que ce que je vous... Bon, voilà, c'est juste, je vous donne juste la notion, c'est quand on travaille à de la fertilisation, et a fortiori à de la fertilisation en agriculture naturelle, la question c'est du rapport carbone sur azote. Il y a besoin d'apporter de l'azote, on l'a dit, surtout quand il y a des exportations. Si on n'amène que de l'azote, on l'a dit, il y a des énormes fuites. Si on n'amène que du carbone, eh ben, on nourrit le sol, mais potentiellement, il y a un déficit d'azote. Et donc l'enjeu, c'est d'avoir un équilibre entre les apports de carbone et les apports d'azote. C'est un truc qu'on mesure avec le rapport C sur N. C'est juste de la stéchiométrie, hein. On compte les carbones, on compte l'azote. Mais je vais dire, je ne rentre pas dans le détail avec vous. Moi, ce que je veux, c'est qu'on garde les grands principes. On sait faire de la fertilisation avec un équilibre carbone-azote, mais de fait, c'est plus une logique d'engrais, c'est une logique d'amendement. Vous vous souvenez de la différence ? Non ? Oui, voilà. Non. Dans une logique d'amendement, on a un bon équilibre carbone-azote, et donc on amène suffisamment de carbone pour nourrir toute la faune du sol. On amène de l'énergie, de la bouffe à la faune du sol, et on amène aussi assez d'azote pour que les plantes aient de quoi pousser. All right. Petit résumé de tout ce qu'on vient de se dire, parce qu'on est allé un peu plus loin dans la technique que ce que j'imaginais ce matin. C'est quoi les grandes bases qui marchent à tous les coups si on veut traiter un sol et éviter toutes les catas dont on a parlé hier dans le cours Gestion des sols? Je vais vous les montrer sous deux facettes. La facette jardinage et la facette agriculture. L'intérêt du jardinage, c'est que ça intéresse plein de gens parce qu'ils peuvent s'y frotter. L'intérêt de l'agriculture, c'est que c'est là qu'est l'enjeu. Parce que... Voilà. Non-labour. On se souvient, pourquoi est-ce qu'on laboure? Parce qu'on veut évacuer les plantes existantes qui empêchent de Voilà. créer de nouvelles. La raison historique du labour, c'est le désherbage. Donc, on laboure pour enlever les plantes existantes et se faire de la place. Et on a dit que l'idée d'aérer le sol ne marchait pas, parce qu'en fait, le labour, répété, compacte les sols. Attention, non-labour, ça ne veut pas forcément dire non-tracteur. Ça, hein, c'est un exemple d'une machine dont je vous parlais hier. Vous voyez ce que c'est, ça? C'est une sous-soleuse. Une sous-soleuse, c'est une machine qui fait des fissures dans le sol. C'est pas du tout la même chose de fissurer un sol ou de le retourner. C'est là que tout est compliqué. Si vous commencez à rentrer dans le détail des outils agricoles, entre une déchaumeuse, un cover crop, blablabla, tout est... Voilà. Mais en fait, il y a une mesure qui est hyper intéressante, c'est la consommation de gasoil par hectare. Parce qu'en fait, plus tu mets d'énergie à bouger de la terre, plus tu consommes de gasoil. Ça, c'est très très faible en termes de consommation à côté d'un labour profond. Et donc, c'est pas du tout la même perturbation du milieu. Oui. Je reviens à cette question du labour, parce que tout à l'heure, vous n'avez pas exactement répondu à ma question sur les produits céréaliers usuels. Oui. Je me demandais s'ils étaient annuels ou pérennes. Ma question, c'était, si jamais ils sont pérennes, ça se trouve, on n'a pas besoin de les labourer parce qu'ils produisent... Tu fais bien, effectivement, j'ai complètement... j'ai perdu le fil. Je me suis dit, pourquoi je me suis lancé sur les céréales sauvages? Il ne vous aura pas échappé qu'on ne sème pas le gazon tous les ans. Donc, les graminées sauvages sont pérennes. Or, il ne vous aura pas échappé que le blé ne repousse pas tout seul. Enfin, peut-être que ça vous a échappé, mais on sème le blé tous les ans. Ça c'est sûr. Et donc, toutes les graminées cultivées sont annuelles. Au cours de notre sélection, pour avoir des gros grains qui restent sur la tige, on a perdu tout le caractère pérenne. Or, des plantes cultivées pérennes, il y en a. C'est quoi des plantes cultivées pérennes? Les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, un exemple évident. Il y en a d'autres qui sont peut-être moins évidentes, mais il y a des plantes pérennes qui sont des plantes nourricières. Le riz, Alors le riz, pareil. Le riz est une graminée. Hein. Ah,
Tout à fait. Les fraises, alors, on les remplace relativement régulièrement, mais ils vivent plusieurs années. Dans les grands classiques, qu'est-ce qu'on mange et qui vit pendant des années? Les noix, Comment? les noyer. Oui. Alors là, on est dans la grande famille des arbres, hein. Tous les arbres nourriciers, qu'ils soient fruitiers ou les fruits à coque. On peut aller vers les oliviers, les amandiers, les noisetiers. Ah, les légumineuses, peut-être. Alors les légumineuses, ça va dépendre lesquelles. Mais les lentilles, les pois chiches, tout ça, c'est de l'annuel. C'est relativement anecdotique, hein, les légumes pérennes, mais les artichauts, par exemple, sont voilà, les asperges. Oui. Bon, ben, enfin, voilà, du coup, je me permets de rappeler un truc, hein, c'est les légumes n'apparaissent pas dans les chambres froides ni dans les magasins. N'hésitez pas à aller voir. Ces trucs-là poussent. Non, mais ça peut paraître un détail, mais on l'oublie parfois. Tout ce qu'on mange était vivant, voire est vivant quand on le mange, ça dépend si on aime les huîtres et les fraises. Il y a deux exceptions notables. C'est quoi les deux trucs qu'on mange qui n'étaient pas vivants? L'eau. Le lait, le produit laitier. Le lait, alors ouais, on peut discuter, mais si, ça reste un milieu vivant. Ouais, c'est pas pour rien qu'on le stérilise. Il y a plein de trucs qui vivent dans le lait, on peut discuter. Mais l'autre exception la plus notable qu'on mange et qui n'est pas vivant, oui, le sel. En dehors de ça, tout ce que vous mangez était vivant. Et donc, l'idée qu'on est un peu lié à la vie sur Terre, ben, ne serait-ce que par un truc de base, quoi. Il faut manger, quoi. Et tout ce qu'on mange pousse. Mais donc, ce petit détour pour dire, il y a tout à fait possibilité d'avoir des plantes nourricières pérennes. C'est le cas de tous les arbres et c'est le cas d'un certain nombre de plantes qu'on vient d'évoquer. Mais dans les céréales, on a perdu complètement ce caractère-là. La case céréales nourricières pérennes est vide. Et Parce que si c'était le cas, par exemple les artichauts, on n'a pas besoin de labourer. Non. Et donc on évite tous ces problèmes d'érosion. C'est une des... Mais ton raisonnement est hyper intéressant et hyper puissant. C'est une des raisons pour lesquelles la permaculture met en avant les arbres. C'est qu'une fois qu'ils sont installés, tu n'as plus besoin de désherber. Et donc tu n'as plus besoin de perturber le sol. Et donc c'est beaucoup plus facile de gérer un sol avec des plantes pérennes qu'avec des plantes annuelles. La grosse difficulté des plantes annuelles, c'est qu'il faut un sol libre chaque année pour installer de nouvelles plantes. Et donc de fait, les stratégies avec des plantes pérennes sont hyper intéressantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les principales plantes pérennes nourricières, c'est les arbres, d'où l'importance qu'on va donner aux arbres. Mais ce que tu viens de soulever a été remarqué par des Américains qui bossent là-dessus. Alors, ils sont dans le bouquin de Janine Benyus. Si vous ouvrez Biomimétisme au chapitre agriculture, vous retrouverez toute cette description-là, de gens qui se disent il faut qu'on domestique des céréales pérennes comestibles. Donc ils se lancent dans ce vaste travail de tenter de domestiquer une espèce sauvage. Aujourd'hui, ça paraît surprenant. C'est un des paradoxes. On a l'impression d'avoir fait des progrès gigantesques en agriculture au XXe siècle. Il y a certains agronomes qui pointent le fait que le XXe siècle est un des rares siècles où l'humanité n'a domestiqué aucune espèce végétale. Je rappelle que toutes les espèces végétales cultivées ont des ancêtres sauvages, et il y a des gens qui ont sélectionné des espèces sauvages pour les transformer, et il y a des gens qui recommencent ce travail aujourd'hui parce qu'on l'a interrompu depuis qu'on s'est mis à miser sur la chimie. On s'est dit qu'au lieu de sélectionner des espèces, on mettait des produits dessus. Donc c'est un enjeu de recherche actuel. Est-ce qu'on va réussir à créer des céréales pérennes nourricières? Ça changerait très profondément l'agriculture. On est d'accord là-dessus. Donc, petite synthèse. Si on arrive à cultiver sans labourer, ça ne veut pas forcément dire que le tracteur est la pire des choses du monde. On peut avoir besoin d'une sous-soleuse. Et un labour superficiel tous les 4 ans, ce n'est pas la même chose qu'un labour profond tous les ans. Donc attention, on n'est pas noir ou blanc. Il y a une zone grise. Mais si on limite la perturbation du sol, on va garder plus de matière organique, plus de vie. Une des techniques hyper intéressantes, c'est la technique de semi-direct sous couvert. Je vous disais, on n'a pas assez de matière organique à apporter dans les champs. Donc la solution, on la fait pousser sur place. Ça, c'est un couvert végétal ou un engrais vert. C'est quoi la définition d'un engrais vert? Il n'est pas synthétique, il est produit par le sol. C'est une plante. Oui, c'est une plante. Et c'est quoi comme plante? Une herbe.
C'est n'importe quelle plante. En fait, c'est l'usage. Ce n'est pas l'espèce qui définit l'engrais vert, c'est l'usage. C'est une plante qu'on fait pousser. Dans quel but? Pour fertiliser De le sol. la matière organique. Pour améliorer le sol. Et donc, c'est une plante qu'on va détruire sur place. Voilà. C'est une plante où il n'y aura pas d'exportation, qui va effectivement uniquement produire de la matière organique, de la vie du sol, de la structuration du sol. Et c'est ça qu'on appelle un engrais vert. C'est une manière d'améliorer son sol en faisant pousser des plantes sur place. Donc, la technique de semi-direct sous couvert végétal, on fait un engrais vert, on le détruit sur place. Il y a plein de techniques différentes pour détruire un engrais vert. Et ensuite, on vient semer, et c'est ce qu'on montre ici. Là, on a un semoir qui est en train... Voilà, vous voyez qu'ils ont couché le couvert végétal, et ils sont en train de semer une graine dedans. Le gros problème du semi-direct sous couvert végétal, c'est justement cette diversité des approches pour détruire le couvert végétal. C'est quoi le plus facile pour détruire un couvert végétal? Labourer. Le brûler. Alors non, on n'en est pas là, parce que quand même, comme on veut de la matière organique, quand tu la brûles, une bonne partie du carbone retourne dans l'atmosphère. Non mais, ah oui. Labourer. Comment on détruit l'essentiel des couverts végétaux dans le monde? Ah, avec un herbicide. Glyphosate. Les techniques de semi-direct sous couverts végétaux ont entraîné une explosion des consommations de glyphosate, parce que ça ne coûte rien le glypho, et ça marche très bien pour tuer les plantes. Et donc, ça pose potentiellement un problème, parce que, alors on ne va pas se mentir, ça permet de remonter les taux de matière organique. Le semi-direct sous couvert végétal glyphosaté fait remonter les taux de matière organique, ça, il n'y a pas photo. Par contre, ça pose d'autres problèmes. Vous connaissez peut-être, c'est quoi les problèmes liés au glyphosate? Il est cancérogène. Voilà, il est cancérogène probable. Et les gros problèmes écologiques du glyphosate, c'est les écosystèmes aquatiques. C'est tout ce dont on parlait hier. Tout ne se passe pas dans le champ. Et l'autre gros problème du glyphosate, c'est pas tant le glyphosate que les sous-produits du glyphosate. Le glyphosate se dégrade effectivement assez vite, mais les sous-produits du glyphosate causent des problèmes également. Donc, baser une agriculture naturelle sur le glyphosate peut sembler un paradoxe, même si vous allez voir sur le site de Bayer, ils ont des arguments pour vous le soutenir. Mais il y a des gens qui ont d'autres visions et de se dire on peut faire en même temps de la régénération de sol sans sacrifier ni la santé humaine ni des écosystèmes aquatiques. Et donc, on peut être dans du semi-direct sous couvert végétal en bio. Mais là, ça commence à être sport. On ne va pas se mentir. Historiquement, on labourait pour tuer les mauvaises herbes. Si on ne laboure plus et qu'on n'a pas d'herbicide, l'agriculture devient un truc de virtuose. Il y a des gens qui le font. Je vous montrerai demain un des rapports. Il y a un très beau rapport là-dessus. Simplement, c'est des pratiques extrêmement minoritaires. Et les gens qui font ça gèrent un très haut niveau de technicité. Et passer un coup de glypho, n'importe qui peut passer un coup de glypho, il n'y a pas à réfléchir, ça marche et puis tout est mort. Gérer l'enherbement d'un champ sans labour et sans herbicide, là, l'agriculture devient de la très haute stratégie. C'est passionnant, mais c'est difficile. Ça existe, il faut le redire, parce que y a plein de gens qui aimeraient bien le passer sous silence. Le discours actuel aujourd'hui, c'est de dire le glyphosate est indispensable à faire de l'écologie, puisqu'il faut arrêter le labour, et on ne peut pas arrêter le labour sans glyphosate. En fait, il y a des gens qui arrivent à arrêter et le labour et le glyphosate, mais ce n'est pas du tout facile, c'est une haute technicité. Moins on travaille le sol, plus on garde la matière organique. Donc, la sous-soleuse, c'est l'équivalent de l'outil que vous connaissez peut-être, qui est la grelinette, qui permet de fracturer son sol sans le retourner. L'autre chose, c'est, on l'a dit, on l'a redit, hier, on a vu de la terre à nu, là où étaient passées les pelleteuses. Mais là où on avait une végétation saine, la terre, on ne la voit pas. La terre est jamais nue. Elle est toujours couverte de plantes ou de débris de plantes. En fait, si. Il y a quand même des endroits où la terre est à nu. Et là, je vais citer un collègue maraîcher et pédagogue, Xavier Mathias. Je ne sais pas si vous voyez, il passe à la radio de temps en temps. Il aime bien dire, il y a 3 endroits où il y a de la terre à nu. Les déserts arides, les déserts froids et les champs cultivés. Cherchez l'intrus. Sinon, en dehors de ces endroits-là, il n'y a jamais de terre à nu. La terre, elle est toujours couverte.
Couverte de quoi? De matière organique. C'est ce qu'on appelle le mulch, ou l'engrais vert, ou les cultures intercalaires. Donc, quand on est couvert par des plantes vivantes, c'est de la culture intercalaire ou de l'engrais vert, ou du mulch, c'est des plantes mortes, ça peut être des feuilles mortes, de la paille, des débris de bois. C'est quoi les conséquences du fait d'avoir couvert le sol de matière organique? On apporte de l'azote. Alors, plus ou moins, mais attention, hein, là on est sur des cessurènes justement qui sont élevées. Dans de la paille, il y a peu d'azote. Donc, mais à l'inverse, du coup, on amène du carbone. C'est quoi l'intérêt d'amener du carbone? Pour les micro-organismes du sol. On nourrit toute la faune du sol. Si on veut qu'ils nous structurent toute la porosité du sol dont on a parlé hier matin, il faut qu'ils aient de l'énergie. Personne ne travaille le ventre vide, notamment pas les lombriques, notamment pas les microbes. Et donc, si on veut qu'ils nous fassent l'énorme travail de structurer un sol, il faut qu'ils aient à manger. On les nourrit. C'est quoi les autres avantages? Peut-être ça empêche d'autres espèces de plantes de proliférer. Alors, ouais, ça on en parle un peu. Ça reste sioux, parce qu'en fait, tu sélectionnes les plantes qui arrivent à traverser le paillage. Et si vous voyez ce que c'est qu'un rumex et un liseron, bon, ça ne résout pas tout. Ça résout pas tout, mais dans certains cas, ça peut permettre de favoriser certaines plantes. Ouais. Pour stocker l'eau, enfin pour... De fait, on réduit considérablement l'évaporation. Parce que quand il y a du vent là-dessus, voilà, l'eau qui est dans le sol est à l'abri. Ça stabilise pas un peu le sol en surface, c'est l'érosion. Vous vous souvenez ce qu'on a vu dans le film ce matin? Un sol à nu, dès qu'il pleut dessus, ça tasse le sol, ensuite tu mets un coup de soleil dessus, tu fabriques ce qu'on appelle une croûte de battance. Jamais de croûte de battance là-dessus, parce que le sol est protégé de l'impact de la pluie, des rayons directs du soleil, et donc protection physico-chimique du sol, et au passage, protection de toutes les petites bêtes, parce que tu imagines bien qu'un sol nu en plein cagnard, il monte à des températures où la vie du sol se trouve pas bien, alors que ça, c'est aussi un isolant. Vous voyez que c'est une stratégie qui a plein d'avantages. C'est pas pour rien qu'elle est systématique dans la nature. Dans la nature, il n'y a aucun endroit où on trouve des sols à nu. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais découvrir un sol. Typiquement, voilà, il y a des maraîchers qui vont découvrir leur sol 2 mois au printemps parce que ça permet d'évacuer les eaux de limaces et de réchauffer le sol plus vite. Mais il reste que 80% du temps, leur sol va être couvert. Là, je vous parle des maraîchers qui vont bosser dans une logique très naturelle. Parce que même en agriculture biologique, la technique de base du maraîchage, c'est quoi? C'est des bâches plastiques. Aujourd'hui, on couvre le sol de plastique, ce qui marche pour désherber, mais ne nourrit pas le sol, évidemment. Et puis après, on a la question des déchets plastiques. Donc les gens qui travaillent vraiment comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Mais est-ce que ça sert en matière de quantité de mulch? C'est pas généralisable. De la manière qu'on... Si. Pas comme général. Tout dépend, mais attention, hein, le 250 tonnes hectares, c'est vraiment un apport massif, quoi. On peut faire des apports de mulch inférieurs à ça, mais c'est vrai qu'il y a la question de la disponibilité en matière organique qui va se poser. Et on le disait, voilà, les produits de synthèse, pour plein de raisons, et leur effet déstructurant des symbioses et leur toxicité directe, et les fuites, voilà, nous amènent à une agriculture qui n'est pas efficace. Et le truc, matière organique. Il faut de l'énergie. Il n'y a pas de magie. Si tu veux que le sol se structure, il faut de l'énergie. L'énergie, c'est des chaînes carbonées. Donc ça peut être du compost, ça peut être du bois, même si la question d'enterrer du bois est un vaste débat. Et agronomiquement, il y a des gens qui disent que c'est absolument génial. Alors ça me permet de faire une parenthèse sur le fait qu'il faut être assez vigilant sur la notion de permaculture. Je vous redonnerai une biblio. Il y a des idées très fortes des auteurs principaux. Et puis après, c'est un mouvement qui est extrêmement ouvert. Et sous le couvert du mot permaculture, il y a aussi des idées relativement fantaisistes qui circulent. Donc il faut avoir une précaution. Il y a aussi des choses qui n'ont pas été évaluées. Donc voilà, il y a des gens qui vous disent que le fait d'enterrer du bois, ça fait des trucs absolument géniaux. En vrai, on n'en sait rien. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que apporter de la matière organique à un sol, c'est indispensable. Il faut remonter au-dessus de 1 point, au-dessus de 2 points, au-dessus de 3 points de matière organique. Et il y a un mélange de tout ça à faire. Mais on l'a dit, on n'a pas assez de matière extérieure, donc il va falloir le faire en faisant pousser des engrais verts et éventuellement en mettant des haies ou de l'agroforesterie, des arbres dans les champs.